Salut à toi, ici Fabien et je suis en joie de te partager ce nouvel épisode de la playlist À cœur ouvert. Pourquoi je suis en joie? Parce que c'est l'opportunité de te montrer, de te partager des entrevues, des échanges, des discussions à cœur ouvert avec des personnes qui connaissent leur type énéagramme et qui nous en parlent publiquement, qui se dévoilent et qui partagent de leur vie, leur perception, toutes les nuances possibles et imaginables du modèle de l'énéagramme, histoire de s'ouvrir le cœur, de s'ouvrir l'esprit, de s'ouvrir l'âme à l'altérité, au vivant tel qu'il est, au-delà du modèle théorique pur. Et ça a beaucoup de richesse, je trouve, et ça va amener vraiment beaucoup de nuances et de souplesse dans le modèle. Donc, je te laisse avec l'invité du jour après le générique. Fabien. Allez Fabien, réveille-toi. C'est l'heure de se réveiller. Eh ben bonjour Trigor, je suis absolument ravi de t'accueillir dans la playlist À cœur ouvert pour ensemble parler de ton énéatype, de comment c'est vécu de l'intérieur et surtout, pour amener de la nuance, bordel, dans ce modèle de l'énéagramme qui est souvent tellement caricaturé, pour amener du vivant en fait là-dedans. C'est moi ce que je trouve intéressant. Donc merci d'avoir accepté de te prêter au jeu déjà. Salut Fab, et merci pour ton invitation. Je sais pas du tout à quoi m'attendre, mais voilà, je te fais totalement confiance pour le process. Cool. Déjà, ce que je te propose pour entrer dans le bain tranquillement, c'est de nous proposer ton histoire avec l'énéagramme, de comment s'est passée ta rencontre avec l'énéagramme jusqu'à arriver à ton type. Mais déjà, la rencontre, c'était comment pour toi? Bon, je vais peut-être faire passer beaucoup de temps à réfléchir avant de causer. Tu pourras couper ça au montage. Bon, en fait, je suis quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Et la vie m'a amené à me poser plein de questions, ou peut-être que moi-même, je me suis amené à me poser plein de questions. Et dans les questions que je me suis posées, il y en a une qui a été assez centrale dans ma vie, c'est pourquoi les gens pensent ce qu'ils pensent, ce qui m'a amené à étudier la psychologie, l'anthropologie, ce genre de choses. Et c'est là que je me suis intéressé à un objet à l'époque, c'était les égrégores. J'ai Ouais. écrit un bouquin sur le sujet. Et en gros, le thème, c'était les objets de pensée, quoi. Un égrégore, c'est un objet de pensée collectif ou individuel. Et ensuite, dans mon cheminement, je me suis intéressé un peu plus à la psychologie, notamment avec Hypnomachie, Bhaskar, que tu connais. Dans les séminaires qu'ils proposaient, il y avait un niveau de réalité et énéagramme. J'étais plus intéressé par niveau de réalité au début. Et énéagramme, je l'ai fait vraiment par curiosité, en fait. Je l'ai fait par curiosité, mais avant de le faire, j'avais acheté 2 bouquins sur le sujet pour me pré-documenter. Tu vois, c'est avant de faire une formation, je me forme moi-même. Tu vois, Pour pas arriver en feuille blanche. ouais. Et du coup, quand je me forme, c'est plus pour approfondir un truc que j'ai déjà commencé à me documenter dessus. Ok. Donc voilà, c'est comme ça que j'ai découvert l'outil. Et finalement, ça m'a un peu plus passionné que le niveau de réalité, parce que je m'attendais pas du tout à ce que un outil psychologique soit autre chose qu'une carte. Et l'énéagramme, c'est un peu plus qu'une carte, c'est aussi un énéagramme bien compris, c'est aussi une porte d'entrée vers l'être, vers qui sont les gens, vers l'altérité. Et c'est là où, dans mon parcours, j'ai commencé aussi à lâcher un peu les cartes mentales pour m'intéresser à quelque chose qui, en fin de compte plus pour moi aujourd'hui, c'est les êtres humains qui sont vraiment l'altérité et dans un sens, la réalité aussi, les humains, de leur comportement, etc. Et l'énéagramme est une super porte d'entrée pour ça, je trouve. Carrément. Et du coup, ça t'a amené, j'imagine, à trouver, toi, justement, dans ton être, à mettre déjà plus de clarté et de lumière sur ton fonctionnement. Parce que tu disais que tu t'intéressais à la psychologie pour comprendre les autres et le monde. Et du coup, est-ce que ça s'est retourné en mode, ah, et moi, comment je fonctionne? Et moi, c'est quoi mon type? Comment après, tu as transitionné du coup, ces découvertes, ces 2 premiers bouquins, pour arriver avec une carte non vierge? Et, Bah, c'est rigolo parce qu'au début, c'était anecdotique. C'était ah ok, tiens, moi dans le truc, je suis tel type. Voilà. Ça m'a pas provoqué une introspection supplémentaire, ça m'a pas aidé au début, c'était juste une info, tu vois. ouais. Parce que à cette époque-là, je m'intéressais encore peu à moi. Et c'est plutôt avec des outils comme la CNV, des choses comme ça, plus basées sur l'intelligence émotionnelle, que je me suis intéressé à moi, que j'ai commencé à approfondir. Et ensuite, l'énéagramme est venu affûter ce truc-là. Ok. Au début, tu t'as trouvé ton type, le vrai, et ça t'a fait un peu ni chaud ni froid, du coup, ça t'a fait OK. C'est ça que tu veux dire? Ouais. Le vrai type, je sais pas, je pense pas. Enfin, j'ai pas envie
d'être sûr à 100% de mon type. Mhm. Je connais d'autres gens qui me typent différemment, donc moi je me type en 5 et 4 pour plus de précision. Il y a d'autres gens qui me typent autrement et ils ont le droit. Oui. C'est pas important pour moi de forcément trouver le vrai type. Je pense que même quand tu te types d'un type qui ensuite va... Je pense que quand on se trompe, c'est pour des bonnes raisons. Par conséquent, on se trompe pas, c'est qu'on a besoin d'un endroit de vivre un truc avec identification culturelle à un type. Ouais. Et que même un mauvais typage est vécu comme vrai à un moment et il a besoin d'être vécu comme vrai jusqu'au moment où il devient obsolète et où un autre typage plus profond se révèle en fin de compte. Mais il y a pas d'erreur de typage. Pour moi, il y a juste des différentes strates de creuset et certains types qui deviennent obsolètes et d'autres qui sont vécus comme plus pertinents en fin de compte. Mhm. Et celui que je vis comme le plus pertinent, c'est le 5, parfois le 4, mais je sens que c'est un bonus, on va dire. Un bonus que j'aime beaucoup, mais que c'est un bonus. Un add-on? Ouais, c'est un peu ça, ouais. Ok. Et comment t'en es arrivé à être presque sûr que du coup tu colles à la base 5 et que ça t'a parlé? Quels ont été les éléments? Est-ce que tu as suivi cette démarche scientifique d'élimination successive? Et même si tu gardes un doute sain, ce qui est très chouette, même quand on a des indices très très forts, comment t'en es arrivé à te dire c'est cette base-là? L'élimination successive, ça a été secondaire. Moi, c'est plutôt une écoute de ma hiérarchie des centres et de mon orientation tournée vers l'extérieur. Ça, pour moi, ça peut pas mentir, entre guillemets. J'ai passé tellement de temps dans ma vie à me préoccuper de l'extérieur et jamais interroger l'intérieur. Tu vois que j'aurais bien aimé que ce soit pas le cas, enfin bien aimé, entre guillemets. Ouais. Mais là-dessus, j'ai une évidence qui est peut-être pas scientifique, mais qui est dans mes tripes, quoi, dans mon vécu. Ouais, je suis vraiment tourné vers l'extérieur. Dès que quelqu'un a une information que j'ai pas, j'essaie de creuser, de voir à quel point il est pertinent dans l'info qu'il me donne. Je recontextualise avec toutes les autres connaissances que j'ai. Enfin, je passe ma vie à ça, en fait. Et oui, ensuite, par ici, que j'essaie d'interroger les autres types, quoi. Celui qui pourrait tenir le plus, ce serait le type 4. Si j'interroge ma vie avant mon adolescence, il y avait rien de 4 du tout. Oui, d'accord. Tu parles d'orientation vers l'extérieur. C'est souvent quelque chose d'assez fin que si moi j'étais parti sur ça pour me typer, je serais probablement parti sur une orientation extérieure tellement obsédé par le regard des autres, hein, ce genre de choses. C'est ce qui est pas évident quand elle est mixte. Tu as donné un exemple du coup de l'autre a une information que j'ai pas, avec quelque chose de cet ordre-là. Est-ce que tu as d'autres exemples ou des trucs qui sont criants pour toi dans l'expression de ton centre préféré est tourné vers l'extérieur? D'à quoi ça ressemble si les gens qui ne vivent pas ça ou qui le vivent, hein, si tu devais nous dire de l'intérieur, ben voilà comment ça se passe pour moi. Tu peux répéter ta question? Comment c'est vécu pour toi de l'intérieur, le fait d'avoir un centre préféré qui est entre guillemets obsédé par l'extérieur? Bah, c'est pas vécu de l'intérieur. Voilà. C'est pour ça que ta question me fait bugger. Ok. Comment c'est vécu pour toi alors, tout court, du coup? Comme si j'étais un fantôme, presque omniscient, avec une espèce de peur, notamment d'un point de vue relationnel avec les autres, avec une espèce de peur de est-ce que les gens vont bien, ils vont pas bien, est-ce qu'ils sont tristes, est-ce qu'ils sont contents. Ça a été mes débuts, entre guillemets, en termes émotionnels, quoi, tu vois, pour m'adapter à un groupe. Et c'est comme ça, j'essayais d'être bon dans un groupe pour rendre les gens contents, qu'ils passent un bon moment, ce genre de choses, tu vois. Donc, il y a aussi chez moi cette attention que je porte aux autres, tout simplement, sans moi-même m'interroger si moi je me sens bien. Ça, c'est vraiment secondaire, voire tertiaire. Au bout d'un moment, je me dis, mais j'ai passé une mauvaise soirée il y a 3 semaines. Pourquoi je suis resté alors que j'étais pas bien, tu vois? Parce que je devais faire en sorte que les gens se sentent bien avant tout. Ok. Les gens doivent se sentir bien avant tout. Est-ce que tu as un lien avec Sinon, la je hiérarchie meurs. des centres? Sinon, je meurs, c'est une question de sécurité. C'est Ouais. tout. D'adaptation, tu vois, de survie. Et dans ma hiérarchie des centres, je me juge ou jauge mental, émotionnel, instinct, instinct réprimé. Et je sais pas comment continuer ma phrase. Et est-ce qu'il y a un lien pour toi avec du coup le fait que les autres se sentent bien versus je réalise a posteriori que j'ai passé une mauvaise soirée? Est-ce que c'est juste le désintérêt du monde intérieur ou c'est vraiment qu'il y a cet émotionnel qui a pris un peu le pas sur l'instinctif et sur le senti des tripes ou pas du tout?
Non, non, c'est moi un manque d'écoute et d'affirmation de moi. En fait, si je m'étais écouté et affirmé, j'aurais probablement pu passer une bonne soirée. Ok. Il y a pas que la fuite, il y a aussi l'affirmation de soi. Hmm. Et ça, c'est un truc qui est arrivé tard dans ma vie. Ouais. Si on zoome un peu sur cette histoire de hiérarchie des centres, souvent enfin, les gens qui n'ont pas cette nuance avec la hiérarchie des centres, avec les différentes variantes, le 5, il est souvent vu comme coupé de son émotionnel. Et du coup, toi qui le vis avec un centre de soutien émotionnel, bah c'est comment d'avoir un centre émotionnel en soutien du mental? Ah bah, je sens que ça change la vie et que je sens que ça me sauve. C'est- Si j'ai pas ça, putain, je deviens une espèce de robot ultra rationnel, sans aucune intelligence émotionnelle. Et j'en vois tellement des mecs comme ça, notamment zététiciens à la pensée trop scientifique, trop logique, sans aucune intelligence émotionnelle. Et ils deviennent misogynes parce qu'ils n'arrivent pas à relationner avec les femmes, ou ils deviennent un peu extrémistes sur des trucs parce qu'ils ont raison, mais sans intelligence émotionnelle, on n'a pas raison d'avoir raison, pas totalement. Et moi, je sens que ouais, le support émotionnel, putain, ça me donne une vie sociale riche, en fait. Hmm. Et ça, c'est un putain de cadeau, c'est des putains de ressources, tu vois. Ouais. Les ressources, c'est pas que la connaissance, c'est pas que l'argent, c'est aussi des gens avec un cœur qui bat, des gens à qui tu peux faire un câlin, Hmm. euh, sans te demander si tu as le droit de faire ça ou pas. Tu t'exprimes juste comme t'es humainement, et ça, ouais, je sens par rapport à peut-être d'autres 5 ou d'autres profils qui ont pas l'émotionnel en premier ou en support, que j'ai ce privilège-là. C'est comme si la hiérarchie des centres, c'était la hiérarchie de nos privilèges. Hmm. Et que si j'ai que le mental qui tourne, bon, bah, c'est déjà un petit privilège. Si j'ai Ouais. le mental plus l'émotionnel, ah bah, j'ai un plus gros privilège. Et quand j'ai les trois, là, je suis vraiment putain de privilégié, parce que peu importe où je suis, je passe un bon moment, je m'adapte. Et même si la soirée était mauvaise, entre guillemets, si moi je suis intégré, bah, j'arrive à retourner les dominos, entre guillemets. Mais c'est pas une compétence, c'est la conséquence d'être soi, en fin de compte, d'être pleinement soi. Hmm. Et Hmm. ça, c'est le travail de toute une vie, tu vois. Mais c'est trop bien. Ouais. Ah, j'aime beaucoup ce que tu dis sur le fait que c'est une chance. Et quelque part, on n'a aucun choix là-dedans. C'est juste comme ça, à un endroit. Et j'avais une question, c'était quoi? Ouais, tu parles j'ai envie de t'as parlé des ressources et j'ai envie de rebondir là-dessus parce que dans plusieurs appels qu'on a eus, je t'avais déjà, j'avais envie enfin, plusieurs fois, je célébrais les partages que tu me fais parce que je trouve ça super, fin, vulnérable, et c'est rare de la part des 5 que je connais de recevoir ça, donc c'est précieux pour moi. Et du coup, je suis curieux d'avoir ton regard là-dessus sur à quel point c'est difficile ou pas de cette expression vulnérable, compte tenu de la passion d'avarice qui incite à garder, et le fait d'avoir un émotionnel en soutien. Est-ce que ça favorise? Ouais, est-ce que ça a toujours été le cas pour toi? Enfin, je balance un peu de trucs en vrac, hein, tu rebondis comme tu veux, j'enchaînerai. Bah, déjà, l'avarice, c'est plutôt sur les informations. Je suis pas sûr que mon expression émotionnelle, je la vis comme une information. On pourrait dire l'émotion, c'est de l'information. Mais je crois pas à ça, et ça m'arrange de ne pas croire à ça. Par conséquent, je peux m'exprimer. Tu Ouais, vois, ouais, c'est un endroit où tu peux décider de tes croyances aussi, tu vois. ouais. Et moi, j'aime bien voir à quel point mes croyances m'enferment ou me permettent de m'ouvrir. Et du coup, je choisis les meilleures vérités de puissance, entre guillemets. Mon avarice, je la sens, elle est vraiment sur les infos. Il y a un outil que j'ai créé, je voulais en faire une formation, je l'ai toujours pas faite, parce que c'est mon outil le plus puissant intellectuellement, entre guillemets, en termes d'analyse psychologique. Et je suis pas sûr qu'un jour j'aurai, je franchirai le pas, parce que j'aurais l'impression de mourir de me donner autant. Ouais, Tu vois, ouais. j'essaie de me pardonner de ce ego trip qui consiste à me croire super malin d'avoir inventé la pierre philosophale ou je sais pas quoi, et de pas les donner aux autres. Tu vois. Ouais, alors que le fait d'en parler, le fait de poser ça, c'est moins confrontant que de livrer vraiment l'objet de cette connaissance, par exemple. Ouais. En termes émotionnels, en fait, je peux cacher mes émotions, mais c'est pas de l'avarice. En fait, je cache mes émotions quand je vois que les gens sont pas au niveau, que je vais pas être accueilli. Donc, Oui. c'est une forme de politesse ou de matrissage. Mais en général, les gens à qui je fais ça, je m'en éloigne, parce que j'ai pas envie de passer ma vie dans une espèce où je peux pas avoir des relations adultes, en fait. Oui, là, c'est peut-être pas spécifique au point 5 et c'est une forme de préservation qui me paraît naturelle. Je fais pareil, tu vois. Du coup, quand on dit ce truc du 5 qui donne peu de lui,
Pour toi, c'est vraiment vécu de je donne peu de ma carte, je garde ma carte qui est si précieuse, mais le reste, tu t'en bats beaucoup plus les couilles? J'ai une chaîne YouTube, enfin c'est ma deuxième chaîne YouTube en fait, et je me souviens à mes débuts, j'avais vraiment du mal à montrer mon image à l'écran. Je me demande si c'est pas plutôt l'instinct réprimé qui a joué là-dessus. Mais il y a aussi un truc de, enfin, tu vois, j'ai une théorie sur le type 5, c'est que le type 5 croit beaucoup plus en la photographie que les autres types. Le type 5 croit beaucoup plus en l'image figée des choses. Et donc, quand quelqu'un te voit, tu as l'impression que cette personne va s'en faire une carte figée et on est terrifié par ça. C'est pour ça qu'on veut pas être vu sous certaines facettes, parce qu'on veut Ok. pas que les gens nous rabâchent ces facettes-là. Et aussi, moi-même, je me surprends des fois quand je vois le profil des gens sur le réseau, je me surprends à les juger sur base de leur image, sur base de leurs photos. Mais les gens sont pas leurs photos. En fait, ce sont des gens qui sont beaucoup plus malins que moi, qui ont beaucoup plus de générosité que moi. Ils se prennent en photo à certains moments de leur vie et ils donnent ça. Mais ils se résument pas à ça, tu vois. Mais moi, je crois qu'ils se résument à ça. J'ai un espèce d'égo trip malsain à croire que la carte est le territoire, finalement, que les gens sont leurs photos et que moi-même, si je me montre, je serai vu par les gens. Sauf que j'ai jamais été aussi peu vu depuis que je me montre sur YouTube, paradoxalement. Plus je me montre, moins je suis vu. Tu vois? Mm. Donc, comme quoi cette peur était basée vraiment sur rien ou sur un ego trip. Qu'est-ce que tu entends par plus je me montre, moins je suis vu? Ah bah, regarde ma vidéo sur les esthéticiens, la crème Ah oui. quantique, tu verras dans les commentaires. Ok, c'est bon, je vois bien ce que tu veux dire, oui. Oui, Mais parce qu'en fait, les gens me voient pas, ils se voient eux à travers moi ou ils voient leur propre ombre à travers moi. Et ouais, même les vidéos qui sont très bien reçues, c'est pas moi qui suis vu, c'est les gens se voient eux en ce que je peux raconter, j'ai l'impression en tout cas. ouais. Donc j'ai de moins en moins peur de Mm. ça, d'être vu, parce qu'il n'y a pas de moi. C'est là aussi où je comprends le truc, quoi. Oui, 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 que à la limite que. Il y a un moi qui a peur d'être vu, mais ça veut pas dire qu'il y a un moi pour de vrai, tu vois. Ouais, bien sûr, complètement. Et est-ce que ça, du coup, ça t'a détendu pour partager plus de toi? Non, c'est pas la compréhension mentale qui m'a détendu, c'est l'expérience de terrain. C'est à force de me montrer, de constater par surprise que j'y survis. Je suis étonné. Je me dis bon bah visiblement c'est comme ça que ça se passe. Et même si je peux pas le comprendre, faut que je continue comme ça. Ok. Et par rapport à ce que tu disais sur l'image, enfin, figer la personne à une image, enfin, ce que tu me dis, ça me fait penser à la métaphore de YouTube où tu as une vidéo d'une demi-heure et c'est résumé à une pauvre miniature figée. Est-ce que tu te vois faire ça, du coup, dans les humains que tu connais? Est-ce qu'il y a une forme de, pas d'essentialisation ou de simplifier le truc en automatique, hein? Je trouve pas que ce soit spécialement malsain, c'est juste un réflexe automatique. Est-ce qu'il y a un truc comme ça où tu as comme un carnet d'adresses et tu mets les photos et les gens sont quelque part figés pour économiser de l'énergie ou quelque chose comme ça? Oui, oui, c'est une heuristique. Bah, tu cartographies les gens comme si les gens Ouais. étaient des concepts, tu vois. C'est énorme. Ouais. C'est oui. Mais ensuite, quand tu as de l'émotionnel, ça devient plus qu'une carte. Ça devient aussi une chaleur, un affect, ou même la capacité, quand tu relationnes avec sa personne, de lâcher la photographie que tu t'en étais faite et de t'ouvrir à qui la personne est maintenant. Et donc de remettre à jour, parce qu'évidemment, c'est une heuristique, ça revient, donc tu recartographies la personne autrement, autrement, autrement. Mais en fin de compte, cette carte n'est plus une carte, c'est juste un truc qui devient vivant, qui se détend sur la nécessité d'être figé. C'est plus un truc figé, quoi. Mais ça, c'est parce que tu as cheminé aussi. Et est-ce que ça va avec une forme de maturité? Comment c'était vécu plus jeune pour toi ou avant que tu prennes conscience de tout ça? Il y a une époque, je faisais des soirées jeux de société, jeux de plateau, avec les copains et tout. Et parce que j'avais cartographié pour passer un bon moment dans le groupe et moi être une personne appréciée, bah, j'apporte un truc qui s'appelle le jeu de plateau. Il y a des règles que je peux apprendre aux gens et on joue. Puis je constate que les gens s'amusent avec certains jeux, donc je favorise ces jeux-là. Et donc voilà, je fais plusieurs soirées comme ça et je me suis dit voilà, trop bien, j'ai appris à m'adapter à un groupe social, super quoi. Et je répète ça, je répète ça et je répète ça. Et un jour, les copains ils veulent plus jouer. Et je comprends pas. Ils me disent ah mais non, on aura le cul en fait. Et je dis mais pourtant ça fonctionne, on passait des bons moments. Et tu vois, j'ai bugué. Je me dis ce truc qui fonctionne, pourquoi il fonctionne plus? Oui, Et là j'ai dû mettre à jour. J'ai vécu un vide. Tu vois, le vide intérieur du 5. C'est oui, merde. S'il y a pas ça, il y a quoi? oui. Comment je fais? Et j'ai pas su faire. J'ai vraiment badé.
D'ailleurs, c'est des copains que j'ai plus trop. J'ai pas su rebondir. J'avais pas cette intelligence émotionnelle encore. Et surtout, c'était un peu un sentiment de toute puissance que d'essayer de contrôler ou maîtriser un groupe social avec une technique. Donc j'étais vraiment dans du faire, tu vois. Et maintenant, je vais plus vers des relations basées sur l'être, ou Ouais. même si on a prévu un truc, si on fait autre chose, c'est pas grave, on écoute ce qui est vivant, quoi, tu vois. Ouais. Et est-ce que du coup, aujourd'hui, tu peux te retrouver face à un vide intérieur, comme tu le nommes, et où c'est OK, et où tu vois que en fait, tu restes avec ça, ou comment c'est pour toi? C'est pas OK, non, 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 le vide intérieur, c'est pas OK. Et ça sera jamais OK. Hmm. Par contre, c'est ce qui est. Ouais, ouais, ouais. Et est-ce que tu as des exemples plus ou moins récents ou ceux que tu as envie de partager, hein, où tu as été confronté au vide intérieur, ou surtout quand évidemment tu as pris conscience de ce que c'était et de comment ça fonctionne et enfin, de toute la cascade de mécanismes. Ouais, comment c'est pour toi le vide intérieur, si tu devais en parler à quelqu'un qui comprend pas ce que ça veut dire? C'est comme si pour exister, je devais prouver une forme de mérite ou de compétence. Et si je peux pas apporter cette compétence, ben, je mérite pas d'exister, je mérite pas de. Je bug, en fait, tu vois. Si par exemple tu me poses une question à laquelle je sais pas répondre, je vais vivre un grand malaise jusqu'à que je me dise je sais pas répondre et c'est ok, je suis pas Dieu, quelque chose comme ça, tu vois. Mais Ouais. d'abord je vais vivre un gros bad. Oui, Tandis que, mais un gros bad existentiel, tu vois, en mode qu'est-ce que je fous là, j'ai envie d'être ailleurs, oh mon Dieu, je suis vu, tu vois, je veux pas bien être sûr. vu dans cette posture-là, parce que Oui, dans oui. cette posture-là, je ne me sens pas exister et donc je me sens très vulnérable, tu vois. Hmm. Ok. Ouais, merci pour cette précision. C'est précieux d'entendre ça. Ça met vraiment plus de précision pour le coup sur ce truc-là en plus. Je vais essayer de trouver un exemple. Tu vois, par exemple, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que je m'intéresse à ce que les gens disent plus qu'aux gens en eux-mêmes. J'ai ce biais-là. D'abord, je m'intéresse au discours d'une personne Hmm. et m'intéresser à la personne, ça va être secondaire. Ouais. Et ce qui fait que dans des conversations, puisque je m'intéresse seulement au discours, je vais venir répondre sur le discours, je vais venir préciser des trucs, etc., sans interroger peut-être l'intention de la personne qui est derrière. Et Hmm. j'ai vécu une grande partie de ma vie comme ça, sans m'intéresser à l'intention des gens, mais simplement à leur discours. Et du coup, je me suis dit, mais je rate peut-être un truc, notamment avec mon activité de coach maintenant, qui me demande de plus m'intéresser aux gens et pas seulement à leur discours, tu vois. Ouais. Donc, je dois m'intéresser à leur motivation, à leur intention, contexte, etc. Et je me suis dit, tiens, c'est marrant, j'ai jamais appris ça. J'ai jamais appris à m'intéresser aux gens, parce que les gens m'intéressent pas. Ce qui m'intéresse, c'est leur discours, tu Ouais. vois. Quand je dis que les gens m'intéressent pas, c'est égotiquement. Ouais. Les gens me touchent humainement. J'adore les gens. C'est pas parce que je les aime que j'ai un intérêt égotique, tu vois. Quand je dis que les gens m'intéressent pas, c'est qu'ils m'intéressent pas égotiquement. Mais vu que je passe la plus grande partie de ma vie dans mon ego, je vais Hmm. avoir le prisme de m'intéresser au discours avant tout. Donc, Ouais. c'est assez dur pour moi, du coup, d'embrasser cette vocation-là. Ouais. Mais je sens que ça me fait grandir, donc c'est trop bien. Et je me suis dit, mais comment je fais pour m'intéresser aux gens? Est-ce que c'est une compétence qui s'apprend dans une formation, s'intéresser aux gens? Et évidemment que la réponse est non, tu vois. Et s'intéresser aux gens, c'est pas un comment, Ouais. c'est un élan du cœur, c'est un fait, c'est une Oui. ouverture. Mais j'ai vécu un vide sur cette question-là. C'est putain, comment je m'intéresse aux gens? Et je plein de fausses réponses qui me viennent, je les dégage et il reste rien. Et là, je me sens naze. Et là, j'ai envie de mourir. Tu vois, je me dis non, pourquoi je fais ce métier? C'est n'importe quoi. Je suis pas compétent, tu vois. Ouais. Et je vais de plus en plus comme ça affronter des questions terribles pour un 5, qui sont des questions qui n'ont pas de réponse mentale. Ouais. Ouais. Et c'est à la fois savoureux et terrible. Oui, ça doit être assez coton, égotiquement parlant, comme tu dis. Mais après, j'ai l'impression aussi d'avoir fait le tour des questions mentales. C'est très vaniteux de ma part, mais j'ai l'impression d'avoir passé le stade de la pierre philosophale du 5, qui cherche toujours plus à affûter ses connaissances et tout. Je suis arrivé à un stade dans ma vie où je me suis dit, c'est bon, j'en sais assez. J'ai plus besoin de lire de bouquins, j'ai plus besoin de me former, je sais pas quoi. C'est bon, j'ai assez de connaissances. C'est bizarre de se dire ça. Mais, et dans un sens, c'est pas vrai, je bouge toujours de la connaissance, mais il y a un truc en moi qui s'est détendu là-dessus. Et Ouais. la nécessité de toujours affûter le truc, toujours chercher plus de sources, plus de machin,
C'est bon. J'ai intégré qu'un système nerveux, ça sert à agir et que c'est propulsé en gros par l'émotion, grossièrement, quoi. Et que si je me concentre trop sur affûter la connaissance et pas assez sur l'agir, enfin, l'agir au sens mouvement, et pas assez sur l'émotionnel, bah, j'aurai quand même des vérités pauvres. Et moi, ce que je veux, c'est des vérités puissantes, donc avec une bonne émotion, une bonne pensée et un bon mouvement. Ouais. Tu vois, c'est là où j'ai suffisamment de connaissances. C'est bon, par rapport à la plupart des gens, je peux me démerder mentalement, tu vois. Par contre, d'un point de vue émotionnel et instinctif, bah là, j'ai encore putain de choses à apprendre, mais apprendre au sens pas mental du terme, tu vois, au sens vivre des choses, expérimenter, prendre du feedback. Putain, prendre du feedback, ça pareil, c'est tout un sujet. Alors, je sais pas si ça a un rapport avec ta question. Je vais te raconter une anecdote. Je m'étais mis sur le Discord de Monsieur Phi, un youtubeur de philosophie. Je discutais avec un mec, etc. Je sais pas si c'est Monsieur Phi ou un de ses modos qui a été voir qui je suis. Donc, il est tombé sur ma chaîne YouTube, sur le site. Ils ont vu que j'étais un vendeur de formation. Ils ont dit, ouh là là, ils m'ont viré direct, sans discussion. Waouh. Et un mec qui est resté sur le Discord m'a montré la discussion qui a suivi. En gros, les mecs me disaient que j'étais coach quantique bullshit. Et ils m'ont viré sans même essayer de relationner avec moi. Ça m'a un peu vexé. Y a de quoi. Et au début, je me suis dit, les mecs sont cons, ils s'attachent aux mots, ils vont pas chercher derrière, etc. Mais en fait, petit à petit, j'ai pris le feedback. Enfin, un jour, je me réveille et je me dis, et si je changeais le vocabulaire ésotérique de mon site, si je retirais tout ça? Tu vois, et là, j'ai mis à jour tout mon site. Maintenant, il n'y a plus de vocable ésotérique, plus de vocable mystique, parce que, enfin, j'avais une tendresse pour ce monde-là, pour les gens qui ont ces croyances. Je voulais proposer mes services à ces gens-là, en allant les chercher à l'endroit de leurs croyances. Je pensais que c'était une bonne stratégie. En fin de compte, je ne suis pas coach spirituel ou quantique, tu vois. Je vais de plus en plus vers des trucs concrets. Ah oui, et du coup, je me suis réveillé ce jour-là, j'ai cru que l'idée venait de moi. Et en fait, les mecs m'avaient donné un feedback, enfin, ils ne m'avaient pas donné, ils m'avaient viré, mais il y avait une forme de feedback à tirer de ça, que j'ai pas pris, que j'ai pas voulu prendre sur le coup. Mais un jour, je me réveille comme si l'idée venait de moi. Et c'est paradoxal parce que je pense être tourné vers l'extérieur, mais là, c'est un truc où, comme si j'étais un peu auto-centré, tu vois. Oui. Et je me rends compte que ce qu'il y a de plus dur dans la vie pour moi ou pour les autres, c'est cette putain de prise de feedback. Et notamment quand ils sont vexants, notamment quand ils te font pas du bien, notamment quand ça te renvoie à une forme d'échec relationnel ou ce genre de choses. Et ça, pour moi, bah, c'est typiquement de l'information non pas mentale, mais plus émotionnelle, qui était beaucoup moins digeste. J'ai fini par le prendre, par le digérer. Et il y a probablement d'autres feedbacks que pour l'instant je mets de côté parce qu'ils sont trop durs pour moi, ils sont trop violents pour moi. J'arrive pas encore à digérer, mais je sais que je ne peux que m'ouvrir à ça en fin de compte si je veux aller de l'avant avec la réalité, tu vois. Bien sûr. Donc, je sais pas si ce témoignage-là a grand-chose à voir avec le 5, mais toi, quand je te disais que mon adaptation sociale était basée sur le fait de photographier les gens et les comprendre, là, je commence à considérer justement qu'est-ce que c'est t'intéresser aux gens. C'est aussi t'intéresser à leurs propres valeurs, leur propre vocabulaire, leur propre dictionnaire, etc. Moi, j'aime bien dire que chaque être humain a son propre dictionnaire et ça vexe beaucoup de monde que je dise ça. Mais pour autant, quand quelqu'un parle, moi, je vois très bien de l'endroit d'où cette personne parle, tu vois. Oui. Et je vois très bien que c'est pas mon dictionnaire et que c'est pas celui du voisin. Oui. Donc, il y a un grand champ d'exploration pour moi en termes de cartographie, mais qui n'est plus trop mental, mais qui est d'un point de vue des valeurs humaines. En fait, j'ai l'impression que la connaissance mentale, c'était un petit truc, et que là, je m'ouvre à un monde tellement plus vaste, en fait, à découvrir, et c'est trop bien, quoi. Oui, oui. Mais est-ce que là, justement, il n'y a pas l'essence du 5 qui s'invite en mode discerner bien de qui parle, d'où il parle, pour bien discerner, pour sortir de l'amalgame? Ah, tu parles de l'essence? Ouais, l'essence du point 5, le côté insight, où du coup, il y a, ok, je vois, lui, il parle, il y a quelque chose de l'ordre de remettre chaque chose à sa place. Lui, les mots dont il parle, ça parle de sa vision du monde. Enfin, il y a quelque chose comment dire, de tirer la pelote du langage, quelque part, des croyances et de l'ordre du mental. Je sais pas, ta question me perd un peu. Là où les gens ne sont pas forcément conscients de là où ils parlent, justement, et où ils considèrent que c'est un point de départ, que bah oui, si on emploie le même mot, je sais pas, on emploie le mot
le mot table, le mot arbre ou le mot cheval, on parle de la même chose. Oui, oui, le fameux sens commun. Bah, effectivement, pour faire de l'équitation, c'est bien pratique le sens commun. Mais à partir du moment où des gens sont pas d'accord, c'est qu'il y a plus de sens commun. Et Internet, comme ça, est rempli de polarisation et de gens qui essaient de convaincre les autres. Au-delà du sens commun, évidemment, il y a des sens particuliers, quoi. C'est là où il me semble, c'est un peu, je sais pas si c'est une question, c'est une réflexion, c'est là où, à mon sens, le point 5, il met de la clarté sur ce truc-là, pour remettre du questionnement sur, attends, de quoi je parle vraiment? Pour re-questionner, pour pas s'intéresser juste à la phrase et au langage et au conflit et au discorde, mais de revenir en amont de, attends, pourquoi je dis ça, ce mot-là, machin, qu'est-ce que j'entends par là? Et où tu re-questionnes chaque personne, remettre de la circulation et du dialogue là où avant il y avait potentiellement confrontation, conflit. Tu vois ce que je veux dire? Il y a de ça, mais moi, je suis plutôt un provocateur. Quand je parle sur le net, c'est pas forcément pour dire ce que je dis, mais c'est pour provoquer la conséquence, que ce soit un petit choc émotionnel ou un mindfuck, un vertige de sens. Ouais. Parce que c'est ma manière de semer des graines, en fait. C'est comme ça que je vois que les gens autour de moi se nourrissent le mieux de ce que j'apporte. Parce que sinon, ça fait des discussions mentales trop plates, en fait. Ouais. Tu vois. Et c'est pas ça qui fait évoluer les gens. Donc, moi, j'ai plus une approche assez peut-être confrontante ou en tout cas violente. Je sais que mes propos peuvent être violents, notamment dans une forme de précision sans enrobage ou dans des prises de position un peu radicales ou controversées ou simplement surprenantes qui vont pas caresser les gens dans le sens du poil. Et ça pareil, tu vois. Je pense avoir à grandir dans mon intelligence émotionnelle, simplement mettre des trigger warnings ou de caresser un peu les gens dans le sens du poil avant. Oui, les esthéticiens, vous avez raison de débunker les fake news. Par contre, regardez ce mec-là, oui, ça marche mieux. Mais d'abord, dire oui avant Oui. de taper dedans, parce que les gens ont l'impression que quand je tape dedans, je dis pas oui. Oui. Alors, moi, je sais que je dis oui et que j'ai de la joie à taper dedans, mais pas tout le monde prend ça comme un jeu. Il y a des gens qui se prennent très au sérieux sur ces questions-là. Et là, ça parle aussi de mon instinct réprimé. C'est qu'il y a des gens que j'énerve vraiment et qui ont juste envie de me casser la gueule, en fait. Parce que pour eux, toutes les questions comme ça, que ce soit même le sens des mots, la table, c'est une table, c'est très sérieux. Et si moi je leur dis non, la table, si je m'assois dessus, c'est une chaise, je fais bugger les mecs, quoi. Ils ont envie de me détruire. Tu vois? Mais ça, Oui. ça parle plus de l'instinct réprimé, du coup. Et là aussi, je pense, grandir sur cette question. Dans mon chemin d'évolution, j'ai l'impression que je peux que avancer comme ça en me cognant et en prenant du feedback, quoi. Et justement, ça me fait penser, j'ai envie de te demander, tu parles de point de vue confrontant, où t'aimes un peu rentrer dans l'art, poser des choses qui sont contre-intuitives et qui peuvent brusquer, ou voilà. Mais avec un instinct réprimé, est-ce qu'il n'y a pas un moment où, du coup, quelque part, t'as pas les moyens de tes ambitions, ou t'aimes confronter, mais avec l'instinct réprimé, est-ce qu'il n'y a pas un endroit où c'est grave inconfortable d'assumer derrière, tu vois ce en termes de posture? Non, non, si t'es OK de mourir, il n'y a pas de souci. Il y a vraiment une posture presque christique de se donner, et peu importe les conséquences. Tu vois, l'instinct pur, je pense que c'est ça aussi. C'est que t'as pas peur de la mort. En tout cas, pas instinctivement. J'ai une peur de la mort plus émotionnelle. Mentale, plus tellement, j'ai déconstruit le truc, mais pas du tout instinctive. Donc, tu n'as aucun problème enfin, ça génère pas de difficulté ou de frustration, enfin, de résistance plutôt, de confronter et de faire ce que tu fais. C'est tout facile pour toi. Bah, je peux avoir peur de la souffrance, je peux avoir peur de me faire torturer, ce genre de choses. Mais est-ce que c'est vraiment l'instinct ou émotionnel ou quoi? Enfin, Oui. c'est juste une peur humaine, quoi, tu vois. Pour moi, l'instinctif réprimé, ça crée une difficulté à se positionner, à trancher, ou quand vient le moment d'aller au conflit, ou quand typiquement tu as une armée de mecs, je repense à ta vidéo, tu as une armée de mecs qui viennent te bombarder la gueule, ton instinctif, il est là pour Et ça tenir va, tête. c'est du virtuel. Oui, oui. C'est du virtuel. Dans la réalité, si j'avais une armée d'esthéticiens, je me serais mieux adapté parce que j'aurais beaucoup plus j'aurais pu humainement jouer sur l'intelligence émotionnelle et aussi sur la présence et la prestance physique. Et ces mecs-là, on aurait été beaucoup plus d'accord que sur le net. C'est que eux aussi sur le net, c'est peu propice à une bienveillance humaine d'un point de vue instinctif et même d'un point de vue émotionnel. Je pense que sentir la chaleur humaine de quelqu'un devant toi, même de quelqu'un énervé, tu peux avoir de la bienveillance pour quelqu'un qui est énervé contre toi, tu vois. Et tu peux plus facilement pardonner je pense à un mec qui te casse la gueule parce que je sais pas, vous êtes embrouillé à une soirée mais ensuite vous vous réconciliez. Il y a des mecs sur internet qui font les petits haters et il n'y a pas de vraie confrontation justement. Et là ça reste un peu comme une crotte de nez qui voilà quoi, tu vois.
Et du coup, si on tire la pelote de l'instinctif, est-ce que ça serait beaucoup plus inconfortable pour toi de le faire dans le réel, je sais pas si tu fais une conf ou quoi, tu serais beaucoup moins confrontant et provocateur que derrière l'écran, où du coup c'est plus simple? Ah non, non, je dis que ça passerait mieux. Dans la réalité, ça passe beaucoup mieux. Parce que Ok. dans la réalité, il y a plus de bienveillance qui est possible. Là, sur Internet, je fais le fanfaron, mais je peux pas prendre soin des gens. Dans la réalité, j'ai les moyens de prendre soin des gens. Ouais, Tu vois. ouais, ok. Et puis dans la réalité, je vois les feedbacks en temps réel, je m'y adapte. Si je vois que quelqu'un est vraiment choqué, je vais direct interroger émotionnellement cette personne, Oui. essayer de prendre soin, entre guillemets. Sur Hmm. Internet, je peux pas. Tu balances une vidéo, les gens se fouettent avec, ils te le reprochent, Ouais, tu vois. ouais, complètement. Donc, il y a probablement des moyens d'être moins choquant, mais pareil, il y a un truc assez terrible, c'est que ma vidéo qui a le plus marché, c'est celle où j'ai le plus polarisé, tu vois. Donc, dans un sens, c'est comme si les réseaux sociaux poussaient à ça, poussaient à. Enfin, Ouais. c'est pas comme si, c'est de fait, Oui. ils poussent à ça. J'ai pas tant envie de voir ça, mais je me dis, il faut que je vois ça quand même un peu parce que c'est les règles du jeu. Mais comment je vois ça de manière à ce que ce soit une cour de récré et pas que ça blesse vraiment des gens et pas que ça heurte vraiment des gens de manière sérieuse, tu vois. C'est vraiment des questions que je me pose en ce moment sur la partie créateur de contenu. Ouais. Ok. Tu vois, c'est pas pareil de créer du contenu, genre j'ai écrit des bouquins, mais personne s'est vexé de. En fait, les gens se vexent plus facilement sur une vidéo YouTube quand ils ont un bouquin, tu vois. Le bouquin, il y a un aspect plus apaisé dans la relation avec. Là, sur YouTube, le format fait que les gens réagissent plus de manière vive. Et pourtant, le propos peut être le même que dans un bouquin. J'ai pas de solution à ça. C'est juste la problématique qui est présente chez moi en ce Ouais. moment, en tout cas. Et je voulais revenir aussi sur l'histoire de feedback où tu disais que c'était dur pour toi, les feedbacks. Ah, Qu'est-ce mais je suis persuadé que c'est dur pour tout le monde, les feedbacks. Tu connais la logique sacrificielle. Pour moi, que ça s'applique au feedback. qu'est-ce qui fait, je veux dire, qu'est-ce qui fait pour toi, c'est difficile le feedback? Tu parlais d'un feedback, voilà, émotionnel, instinctif. C'est quoi qui est difficile pour toi dans le feedback? Parce que tu parlais aussi que si quelqu'un vient te chercher à un endroit où tu sais pas, ou peut-être un endroit où tu t'es trompé, je sais pas, ça te, ouais, qu'est-ce qui est inconfortable pour toi là-dedans du coup? Moi, ça n'a rien à voir. Pour moi, le feedback et puis le fait de ne pas savoir, ça n'a rien à voir. Ok. La problématique du feedback, c'est plus dans mon individuation, dans le fait de grandir, dans le fait de découvrir c'est quoi la réalité et prendre toujours plus de paramètres en compte que je Oui. n'imaginais pas que je puisse prendre en compte ces paramètres-là un jour. D'accord. Ok. Tu vois, c'est Ouais. que j'aurais bien aimé vivre dans ma grande naïveté, ne pas avoir à grandir, par conséquent, ne pas avoir à prendre de feedback. Oui. Tu vois, donc prendre du feedback, c'est grandir, quoi, en gros. Et non, ne pas savoir sur un sujet, ça, j'ai pas de problème avec ça. Si je sais que je sais pas, il n'y a pas de vide intérieur. Hmm. Tout à l'heure, quand tu parlais du vide, du coup, à quoi tu faisais référence quand justement, si je te pose une question sur un truc qui est vraiment important et qui est dans ta carte et que tu sais pas, alors, à quel moment le vide il va être là et à quel moment il va pas l'être? Tu vois, là, par exemple, je sens que je savais pas te répondre, que ça aurait pu être une source de tension. Donc j'aurais pu me confronter à ce vide, mais que je me suis détendu avec. Mais je me détends avec uniquement parce que je me souviens que j'ai un corps et que je suis pas qu'une photographie qui est censée être compétente à un moment T. Ouais, Tu vois? ouais. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux ajouter sur le point 5 ou sur l'expression chez toi de ce truc-là? Mais plein de choses dont on n'a pas parlé. Est-ce qu'il y a d'autres éléments que tu aimerais partager par rapport à ça? Ben, j'existe. Un jour, je découvre que j'ai un cœur. Un jour, je découvre que j'ai un corps. Et tu découvres ça comment? Et un jour, je découvre que je n'existe pas. Voilà. Ah, ok, d'accord. Je découvre ça comment? Que j'ai un cœur. Ça, c'est dans mon adolescence. Quand, après plusieurs mois de mal de ventre et de tourments et de mal-être, je me rends compte que je suis amoureux de ma voisine et que ça fait en fait plusieurs mois que je suis amoureux et que j'avais pas le mot, mais il y avait tout. Ouais. Enfin, je passais mes journées à penser à elle. Elle avait des yeux bleus magnifiques et tout. Et le fait de me dire, ah putain, c'est ça l'amour et tout, il y a un truc qui s'est détendu, une espèce de compréhension, à la fois content, à la fois pas content, parce que oh non, c'est vraiment de la merde et tout. Et je me sentais pas concerné par ce truc-là au début, tu vois. Et ensuite, c'était plus la voisine, c'était une autre voisine, et puis d'autres. Et encore, ça, c'est plutôt la découverte de l'amour que du centre émotionnel. Le centre émotionnel, ah oui, je m'en souviens. Ça peut correspondre peut-être à la poussée de mon L4.
J'étais dans un lycée où il y avait que des mecs. L'ambiance était pourrie. T'avais en gros deux grands groupes, les racailles et les néo-nazis, tu vois. Racailles écoutent du rap, néo-nazis écoutent du métal. Et les deux groupes étaient des groupes d'abrutis. Je m'intégrais à aucun. Je me faisais un peu maltraiter par tout le monde, quoi. J'avais pas d'amis. Je passais mes journées à me dissocier, de vivre dans mon monde imaginaire. Bref, ça se passe pas bien. Moi qui étais un bon élève, je commence à abandonner même l'idée d'être un bon élève. C'était un peu ma manière de faire un appel au secours. Je commence à avoir des mauvaises notes, à plus bosser. Voilà, je passe le bac et je rate l'épreuve. Au bout d'un moment, discussion avec les parents et tout, et je change de lycée. Et à ce moment-là, il y a un truc en moi je devais avoir, je sais pas, 15 ans, un truc comme ça. Non, attends, 15 ans, c'est pas le bac. 17. Je sais plus. Ouais, 17. Et il y a un truc en moi qui se réveille et qui comprend un truc nouveau. Qui comprend un truc nouveau qui est que le monde est un putain de théâtre. Tous les gens jouent un putain de personnage à la con. Et moi, je jouais le personnage d'une victime. Il est hors de question que dans mon nouveau lycée, je joue le même personnage. J'ai pas aimé. Là, pour le coup, j'ai interrogé mon cœur. Mon cœur m'a dit, j'ai pas aimé. Ouais. Ok, bon, t'aimerais quoi? J'ai dit, t'aimerais quoi comme personnage? Il m'a dit, je veux que tu sois beau gosse, winner, séducteur et tout. J'ai dit, ok. Et j'ai changé de lycée. J'ai changé presque de personnalité. En tout cas, dans mon adaptation au groupe, j'ai commencé à tous les trucs d'ado pour séduire, jouer de la guitare. J'allais sur les forums de séduction, apprendre à draguer, apprendre à parler aux femmes, etc. Petit à petit, j'y arrivais sur MSN et tout. Et des nanas que j'arrivais à chauffer et tout. Je commençais à pécho et tout. Et bref, j'ai appris. En fait, j'ai appris à m'adapter un peu mieux socialement et à m'extraire de cette incompétence grâce à l'intelligence émotionnelle. Et dans mon lycée, dans mon internat, j'étais une des personnes les plus populaires, mais je m'étais fabriqué un personnage. J'avais fabriqué le personnage populaire avec l'attitude, les punchlines, les machins, l'accoutrement un peu surprenant, etc. Et ça a marché. Ça a marché de porter cette espèce de masque, un masque social. Ça a marché un certain nombre d'années. Par contre, au bout d'un moment, le masque pèse quand même un poids qui n'est plus souhaitable. Et au bout d'un moment, naturellement, il s'en va quand dans des relations plus adultes, t'as plus besoin de porter de masque. Là, ça fait vraiment du bien de respirer, quoi. Donc ça, ouais, ça a été la découverte et du fait d'affirmer le centre émotionnel de plus en plus. Ouais. Et grâce à une L4, je suppose, ouais. Qui me permettait de prendre des risques émotionnels que j'aurais jamais pris avant. Voilà, pour l'instinctif, est-ce que j'aurais un exemple un peu similaire? T'as dit, j'ai réalisé que j'ai un corps à un moment donné. J'essaie de trouver un exemple pertinent de ça. Typiquement, quand je fais des tractions, je me suis pris une petite machine pour faire des tractions, là. En fait, j'ai jamais envie d'en faire. J'ai jamais envie de faire de sport. Quand je suis tout seul, c'est impossible. Ou alors, il faut que je me force. Sauf que depuis quelques années, j'ai décidé de plus jamais me forcer de quoi que ce soit. Et quand tu décides de ne plus jamais te forcer à quoi que ce soit, paradoxalement, ça te force à un truc qui est une meilleure écoute. Ouais. Et dans cette meilleure écoute, parfois, j'ai envie de me mettre sous cet appareil, de lever les bras, de me suspendre un peu comme un chimpanzé. Et naturellement, c'est mon corps qui me porte avec une énergie que je ne soupçonnais pas que j'avais. Okay. Tu vois? Ouais, si je décide de moi faire du sport, non, j'ai pas l'énergie pour. Ouais. Par contre, si naturellement je me mets dessous, je me suspends, mon corps décide de. Et moi, je peux simplement arrêter de faire obstacle à ça. Et ça se fait naturellement. Je découvre que j'ai un corps qui a des choses à dire, une énergie à exprimer. Ouais. Et là, c'est très étonnant pour le 5 avec son avarice aussi d'énergie, de découvrir que l'énergie se crée en temps réel en moi et que je passe ma vie à l'empêcher de se déployer. Et un autre exemple de ça, c'est là, c'est plutôt pour parler de la hiérarchie des centres. C'est autant tout seul, je peux pas faire du sport, ou alors il faut que je me force, mais je me force pas. Par contre, quand j'invite des copains, et là ce soir c'est le mercredi sport justement, là c'est avec grand plaisir. Ouais. Parce que je passe d'abord par l'émotionnel. C'est plus intuitif pour moi, mais c'est simplement une écoute de cette hiérarchie des centres. Et pareil pour bosser, je bosse mieux quand je suis avec des gens que j'aime. Tu vois, je peux être autonome, mais si je m'écoute vraiment, j'ai pas envie d'être tout seul à travailler. Je suis un animal social. Oui. Et ce qui veut pas dire que j'ai besoin des autres pour combler un vide de solitude. Ça veut dire que si je m'écoute, je vais vers les autres, j'offre mes ressources, mon énergie aux autres. Je prends aussi de ce que les autres me donnent et je me réalise dans la relation riche que je peux avoir avec quelqu'un.
C'est aussi parce que c'est ce qu'il y a de meilleur dans ma vie que dans mon approche du coaching. Je mets l'accent sur l'intelligence émotionnelle et les relations adultes, en fin de compte. Mhm. C'est parce que moi, c'est ce qui me plaît le plus. Donc, ça reste un petit peu encore narcissique et peut-être auto-centré. Mais en même temps, c'est ces trucs-là que j'ai découverts qui m'ont le plus nourri dans la vie. Donc, autant partager ça à des gens qui sont prêts, tu vois. Ouais. Bah, surtout que quand tu en parles, là, ça revient souvent, l'émotionnel, les autres. Ça a l'air d'être une vraie motivation pour toi, effectivement, clairement. Et j'aime beaucoup l'exemple du sport que tu évoques parce que, sauf exception enfin, c'est peut-être moins l'exception maintenant, mais comme tu dis, sauf écoute en temps réel de, tiens, il y a mon corps qui va sous la barre enfin, j'ai adoré la façon dont tu racontes ça, c'est extrêmement pertinent. Mais en dehors de ça, effectivement, c'est le groupe qui peut te tirer, quoi. Et je témoigne de la même chose, effectivement. Faut quelque chose pour le tirer, cet instinctif, sinon. C'est pas pour le tirer, c'est pour lui permettre d'apparaître. Ouais. C'est pas le groupe qui me tire, hein, parce que c'est des mecs que je ramène chez moi, c'est moi qui les tire. Oui, en plus, oui. Tu vois. Ah, je veux dire, c'est ton émotionnel qui tire ton instinctif, qui essaye de le rallumer, quelque part. Oui, on peut voir ça comme ça. D'un point de vue faire, c'est vrai que je peux en faire une espèce de technique. Mais puisque c'est une technique qui va dans le sens du vivant chez moi, Oui. ça reste un bon faire, tu vois. Je suis pas non plus contre la logique du faire. Oui, mais tu te forces pas non plus, comme tu as dit, ça reste. Ça. Oui, complètement. Cool. Tu avais dit d'autres trucs avant de donner ces exemples-là. Ah oui, tu parlais au début, 5 qui est réputé de se couper de ses émotions. Oui. Bon, évidemment, ça m'est arrivé plusieurs fois dans ma vie. Et c'est toujours c'est pas se couper des émotions, c'est les mettre sur pause, les mettre au congélateur, tu les ressors après, et tu les ressors où elles vont être empreintes d'une émotion supplémentaire qui est la tristesse. J'ai discuté de ça avec beaucoup de 5 qui ont le même sentiment, que les émotions vécues après sont remplies d'un truc dégoulinant, d'une tristesse supplémentaire. Ok. Tu vois. Mais c'est pas comme une émotion de 4 avec un bon vin qui vieillit. C'est pas une tristesse dont on peut jouir. Ok. C'est une tristesse dont on se désespère qu'elle soit là parce que ça veut dire que c'est une tristesse c'est comme un témoignage de non-être. Ouais. C'est la preuve que j'ai été dans le non-être et pas dans mon être. Et donc c'est la preuve qu'à un endroit j'ai été incompétent à exister aussi. Tu vois. Un endroit où je pouvais beaucoup me fouetter de ça. Bon, maintenant, quand ça m'arrive encore de me dissocier, je me suis détendu avec. Parce que je comprends aussi pourquoi ça arrive. C'est quand la réalité est trop forte, simplement que les mécanismes égotiques se mettent en marche, quoi. Donc, et du coup, ça devient vraiment un enjeu pour moi dans ma relation avec les gens d'exprimer les émotions en temps réel. Je suis très fier de quand je fais ça. Et je suis toujours émerveillé des conséquences. J'ai jamais regretté. S'exprimer n'est pas un truc qu'on peut regretter. En tout cas, moi, j'ai jamais regretté. Et parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent oui, mais si j'exprime mes émotions, l'autre peut mal le prendre ou l'autre peut essayer de me sauver, je sais pas quoi. Et donc, il y a des gens et j'en faisais partie, ne s'expriment pas par peur pour l'autre, par peur que l'autre dirait non à la relation si tu t'exprimes. Ouais. Mais pour moi, si tu assumes tes émotions, si quand tu t'exprimes en même temps, tu les assumes, il n'y a pas à avoir peur, même si l'autre ne prend pas, il a le droit de pas le prendre, en fin de compte. Donc, il n'y a vraiment pas de regret à avoir. Et c'est pour ça que je suis de plus en plus détendu avec les émotions, que ce soit les miennes ou celles des autres. Et qu'est-ce qui fait, du coup, quand tu ne les exprimes pas en temps réel, quand tu les mets dans le congèle, comme tu dis, qu'est-ce qui provoque ça chez toi? À quel moment, ouais, qu'est-ce qui bloque le process? Ah, ça bloque tout court. Je me souviens, dans ma famille, il y a une personne qui était décédée avec mes parents et mes frères. Tout le monde pleurait. Moi, non. Moi, j'étais là, totalement stoïque, et on se faisait des câlins et tout le monde pleurait. Et moi, j'étais là et je me sentais coupable de pas réussir à pleurer, de pas réussir à vivre l'émotion comme eux au moment où c'était là, quoi. Tu vois, et c'est horrible à vivre. Je souhaite ça à personne. Et ça bloque. Pourquoi? Probablement parce que le truc est trop fort, je sais pas. Ouais. Je m'en fiche du pourquoi, c'est juste que ça bloque. Et 3 mois plus tard, ça se débloque quand je suis tout seul et je chiale toute une nuit dans ma chambre. Et je suis pas vu par personne à cet endroit-là, si ce n'est moi, et je chiale pour cette personne qui était décédée et aussi pour moi, que je trouvais horrible d'avoir retardé ce truc-là. Mais c'est pas moi qui l'ai retardé, c'est, comme tu dis, un mécanisme égotique, donc ça se fait malgré moi. Mais c'est dur à assumer que ce mécanisme, c'est moi aussi. Tu vois,
Eh oui. C'est dur d'assumer nos déterminismes, quoi. Ouais. Ça fait mal. Ah bah oui, oui, je peux que te rejoindre là-dedans. Ça pique à un endroit où on veut pas forcément se voir. Et quand là, dans cet exemple que tu partages, ça fait écho, j'ai l'impression, au supplément de tristesse dont tu parlais juste avant. Je Oui. suis d'autant plus triste que je ne me suis pas vu à cet endroit-là, où je ne me suis pas permis d'exprimer, où j'ai pas pu réussir à exprimer ce truc-là quand c'est venu. Ça pouvait pas. Pourquoi ça pouvait pas C'est en dehors de ma compréhension mentale, donc je peux pas en faire un. Bien sûr. Je pouvais même pas me sentir incompétent. Je me sens juste démuni de moi, en Ouais. fait. Ouais. Rien que d'en parler, ça me fait bader. Merci de partager ça, en tout cas, je trouve ça super précieux. Et non, mais surtout que j'avais jamais entendu spécialement cette dimension de tristesse surajoutée quand tu constates que tu vis tes émotions à retardement. Ouais. Ben, si tu connais des 5, tu pourras leur interroger là-dessus. C'est intéressant de Carrément. voir si ça serait universel à tous les 5, ou peut-être à ceux qui ont l'émotionnel en support. Ouais. Et je voulais revenir sur un terme que tu as dit, la dissociation. C'est du coup, ouais, pour ceux qui ne savent pas, la dissociation, c'est une transe assez chouchou chez les 5. Enfin, chouchou, elle n'a pas le choix, hein, comme tu disais, hein, c'est automatique. Aujourd'hui, quand tu t'observes, qu'est-ce qui fait que tu pars en dissociation, ou par le passé, qu'est-ce qui déclenche ça, et comment ça se passe, pareil, de, de l'intérieur? Comment ça se manifeste pour toi, la dissociation? C'est pas tant l'intérieur, c'est plutôt l'extérieur. Parce que l'intérieur, ben, c'est quand je suis pas dissocié. Il n'y a plus d'intérieur, ouais, oui, oui. C'est plutôt quand l'extérieur me bouleverse un peu trop. Que là, il faut que je mette le monde sur pause, la fameuse photographie qu'on fait en cartographie. Et là, je commence à réfléchir, en mettant de côté les émotions, en mettant de côté l'instinct. Typiquement, je peux passer une journée à bosser sans manger. Voilà. Quand je suis vraiment concentré sur un truc, bah, je me dissocie à ce point-là. Je mange pas, je vais pas aux toilettes. Mais ça m'arrive quand je sors une vidéo, j'appuie sur publier, je cours aux toilettes direct, quasiment à chaque fois, tu vois. Des fois, je m'écoute, je m'autorise à faire pipi, mais c'est comme si j'avais encore cette hiérarchie des centres avec le mental dominant qui disait ton activité là, d'être compétent à toute la séquence de trucs que tu fais, montage vidéo, machin, c'est prioritaire. Et je vais peut-être un peu dévier la question. C'était quoi la question? C'était l'expérience de la dissociation. C'est ce que tu disais, c'est que Voilà. tu sors de ton corps, du coup, tu sens pas que tu as envie de pisser, que tu as envie de manger, ou que tu as envie ou que tu as froid. Je peux sentir que c'est là, mais il y a un dénigrement. Ouais, C'est ok. pas important. Oui. Et c'est ce dénigrement qui fait aussi la prise de hauteur. Ouais, ok. Complètement. Et c'est là où il y a une forme de sacrifice, parce que le dénigrement, c'est l'inverse de la valorisation. Et quand je commence à valoriser, j'ai faim ou j'ai envie d'aller aux toilettes, c'est très inconfortable, parce que d'un point de vue équilibre descente, bah, qui décide, tu vois? Et au bout d'un moment, il n'y a plus de qui décide, une décision se prend, et soit je vais aux toilettes, soit j'assume que je veux finir le truc, mais ça se fait plus dans la tyrannie du mental. Mais cette phase-là, très importante de cesser de dénigrer, que ce soit une émotion, que ce soit un besoin physique, mais de valoriser ça. Si tu te sens triste ou en colère, tu valorises cette émotion. Si tu as envie de taper, tu valorises le besoin de taper ou d'être en mouvement ou de crier, tu vois, sans forcément aller à le faire ou à l'exprimer, mais déjà être à l'écoute. Dans une écoute valorisante et pas une espèce de dénigrement, ça change tout, je trouve, dans le rapport au truc, et ça fait que de cette dissociation, on peut avoir une souplesse et se retrouver. Tu vois, ça veut pas dire qu'on va... Parce que moi, j'ai peur que si je m'écoute trop, je me perds. Ok. Parce que si je m'écoute trop, je suis plus dans ma tour mentale à faire les trucs où je sais que je suis bon à les faire. Et par conséquent, je me perds égotiquement. Oui, voilà, égotiquement, ouais. Tu vois? Ouais, donc il y a une partie qui veut pas. Oui, il y a une partie de moi qui veut pas que je m'écoute trop. Ouais. Je crois que je peux me perdre à trop m'écouter. Oui. Alors, en fait, d'un point de vue essence, on se trouve. Mais tu vois? Oui, c'est malin les mécanismes pour pas y aller, toujours. Ah, c'est subtil. Ça me rappelle, je le pose là, si tu veux pas en parler, mais je trouvais ça tellement croustillant quand tu m'avais raconté l'histoire du chauffage d'il y a 1 an ou 2 là. Est-ce que tu t'en rappelles? Vas-y, resitue-moi.
Bah, tu passais tous les hivers à te peler les miches dans ton appart parce que t'avais pas de chauffage. Ouais. Et un jour, t'as dit, un jour, t'as acheté le chauffage. Je sais plus quel a été le déclic, mais t'as acheté ton putain de chauffage et t'as fait, putain, c'est bien aussi d'avoir chaud. Non, un jour, c'est pire que ça. Un jour, c'est une amie qui me parle de son chauffage. Donc, c'est passé par l'émotionnel, Ça, je tu savais pas. vois, D'accord. et qui me dit, tiens, regarde, celui-ci, il est très bien, tu peux l'avoir sur Amazon. Et là, je l'ai commandé. Mais Ok. parce que c'était une recommandation émotionnelle. Et je me D'accord. suis rendu compte ensuite, effectivement, instinctivement, que, ah bah oui, c'est vrai que ça fait du bien d'avoir chaud. Ah, mais je peux témoigner pareil, là, que ce soit dans le bureau ou tout ce truc de l'instinctif réprimé, il y a vraiment, je pense que quels que soient les négatifs, après, il y a beaucoup de correspondances parce qu'il y a, comme tu dis, il y a vraiment une dévaluation, une dévalorisation de tout ce pan de la réalité et il n'y a pas envie il y a pas envie de l'investir, quoi. C'est trop d'énergie quelque part et c'est vraiment, ouais, Mais parce qu'on croit aussi qu'on devrait investir, par exemple, le corps avec de l'énergie mentale, alors que le corps a sa propre énergie. Moi, c'est ce que je découvre en ce moment, oui, tu vois. Donc, en fait, toutes les peurs que le mental peut avoir sont injustifiées. C'est ouf. Oui, j'ai pas envie d'investir de l'énergie là-dedans. Bah, dans un sens, t'as raison, mais t'as pas besoin d'investir de l'énergie puisque ça en a déjà. Et ça en a un point que tu soupçonnes pas. ouais, Waouh, là, j'ai un choc, tu vois. ouais, ouais. Bah oui, l'exemple des tractions, vraiment, ça m'a éclaté parce que j'ai fait, wow, dit comme ça, c'est effectivement, Mais, mais, mais ça, ça, ouais, ça, ça, pareil, enfin, c'est très dur à écouter pour moi parce que typiquement dans le monde du sport, notamment chez les coachs et tout, la plupart c'est des go muscu, tu vois. oui, Et oui, moi, la musculation, ça marche pas du tout pour moi. C'est trop de lourdeur, trop de terre à terre. Et moi, j'ai besoin, je me suis rendu compte, à force de m'écouter, que si je fais du sport, c'est toujours du sport aérien, que ce soit de hmm, l'escalade, les tractions, je me propulse, tu vois. oui, oui, Et donc, il faut plus que moi j'aille dans une direction de gymnaste que de go muscu, quoi, en gros, tu vois. oui, Mais culturellement, j'avais associé le sport au go muscu, je me suis dit, c'est de la merde. ouais. Mais en m'écoutant, je découvre ma propre voix, en fin de compte. Pourrais tester les anneaux, peut-être ça te conviendrait de. Grave, Je grave. te hisser, oui, je vois complètement ce que tu veux dire, exactement. Est-ce que tu as envie de nous partager quelque chose sur la logique comptable dont on connaît le 5, le côté je donne peu de moi, je demande toujours 2 fois plus. Enfin, est-ce que tu as une expérience ou des partages que tu as envie de faire là-dessus? Alors, c'est rigolo parce que c'est un truc que je sais que je vis beaucoup, mais j'ai du mal à mettre des mots dessus. Déjà, l'histoire du don contre don, pour moi, ça a été un apprentissage douloureux. Des fois, il y a des gens qui étaient généreux avec moi, je me disais trop bien. Et je donnais pas en retour. Et un jour, je découvre qu'ils avaient des fois des attentes que moi aussi je donne en retour. Je fais, Ok. ah bon? Bah, pourquoi t'as pas dit que t'avais une attente en me faisant ce cadeau? Non, mais tu me fais chier là, enfin, tu vois. Ouais. Mais en fin de compte, t'as plein de relations sociales comme ça. Tu vas chez un copain, tu ramènes, je sais pas, une bouteille, un saucisson, une connerie comme ça. Et puis la prochaine fois, c'est lui qui ramène quelque chose quand il viendra chez toi. Enfin, tu vois. Ça a été un apprentissage. C'était pas un allant de soi pour moi. Ouais. Donc, et ça me faisait quelque chose au début. Il y avait une forme de, parce que je me suis beaucoup vécu comme quelqu'un qui se voit comme pauvre avec peu de ressources, Hmm. autonome mais peu de ressources, et en mode ermite ou ouais, j'ai pas une vie peut-être grandiloquente d'un point de vue possessibilité matérielle, tu vois, parce que pour moi la richesse c'était le savoir, tu vois. Ouais. Ouais. Et par conséquent, donner peu, c'était donner beaucoup pour moi. Oui. Et c'est encore. Sauf que maintenant, je suis OK avec l'idée de donner beaucoup. Alors qu'en fait, peut-être que je donne peu. Hmm. Voilà. Je sais pas si ça répond à ta question. Ok. Vas-y, redéveloppe si tu veux. Je veux bien que tu développes sur le donner beaucoup, donner peu. Sur quel plan ça se passe pour toi? En fait, il y en a tellement. Il y a tellement de plans intriqués. C'est que le don est un acte avec tellement de choses à l'intérieur. C'est à la fois un acte social, c'est à la fois un acte énergétique. Tu donnes de l'énergie. Un moyen d'écrire une histoire, c'est aussi privilégier quelqu'un au détriment d'autres personnes. Ça peut être aussi une forme de sexualité, parce que dans le fait de donner, il y a le fait de faire jouir l'autre. Si ton cadeau lui donne une bonne surprise, une bonne expérience utilisateur ou de réception, tu vois, il y a tellement de choses en fait dans un simple don, et tu peux jamais cartographier la totalité des conséquences. Donc c'est à la fois beaucoup, à la fois très humble, et tu sais jamais si tu es compétent à donner. Et je pense même que je me suis beaucoup jugé comme étant très incompétent à donner, notamment l'histoire des soirées jeux de société, tu Ouais. vois. Je pensais donner. Et ensuite, j'ai boudé les soirées jeux pendant plein d'années. Je me suis dit, plus jamais. J'avais vraiment une vexation là-dessus.
Oui, parce que tu te disais avant, je donne beaucoup, et du coup, en retour, en fait, ils ont voulu arrêter. Et du Ouais, coup, ça a invalidé le côté je donne, attends, et en plus je donne, et en plus ça marche pas. Est-ce que ça. mais c'est parce que je donnais sans prendre de feedback, sans être à l'écoute. Oui, oui. Donc ça me renvoyait vraiment à un putain de vide intérieur de je sais pas qui sont les gens et je suis mauvais et du coup je sais pas qui je suis et tu vois. Ouais. Donc ouais, dans cette question de comptabilité, il y a tellement de choses qui se jouent mais nous on est pauvres, enfin nous, les types 5. La comptabilité du 5 est une espèce de carte du pauvre, des dons contre dons, des interactions sociales. C'est vraiment la carte la plus pauvre qu'on peut se faire du monde. Mais c'est la carte sur laquelle on retombe tout le temps quand on est sous compulsion. Ouais. Plus on est sous compulsion, plus on va perdre nos moyens et voir le monde sous une comptabilité. Ça peut être, après ça dépend de tes valeurs. Si ce qui importe pour toi, c'est les connaissances et l'argent, tu vas établir un compta là-dessus. Si ce qui importe pour toi, c'est les relations, tu as présenté 5 personnes à un mec, le mec t'as jamais présenté personne, tu vois, tu vas avoir une comptabilité là-dessus aussi. Mais Ouais. c'est toujours dans des moments où je reviens à la question de valorisation ou de dénigrement. C'est toujours dans des moments où on n'a plus les moyens de valoriser quoi que ce soit et on tombe dans une forme de dénigrement, même de nous-mêmes, même de ce qu'on apporte au monde ou de ce que les autres nous ont donné. Et on n'est pas foutu de voir toute la richesse qu'il y a dedans parce que paradoxalement, c'est aussi une compétence. Le regard que tu portes sur le monde est une compétence. Ouais. Valoriser l'objet de ton regard ou le sujet de ton regard, c'est une forme de compétence. Regarder avec amour ou regarder avec mépris, ça crée pas la même réalité et ça va pas donner la même comptabilité, justement. C'est vraiment le piège. Hein. Chaque fois que je sens que cette espèce de conflit mimétique de comptabilité de ce que j'ai donné, de ce que l'autre me donne, je sais que je vais pas bien. Maintenant, c'est un thermomètre où je me rends compte que je suis arrivé à ça, donc je sais que je vais pas bien. Tu vois? Ok. Ouais. Et en ce sens, c'est précieux, du coup. Oui, oui. Du coup, moi, ce que j'entends dans tout ce que tu dis sur cette comptabilité, c'est que, comme ça, tu me dis si j'ai mal compris, c'est que c'est pas naturel pour toi, en fait, d'imaginer qu'il y ait une énergie qui circule librement, comme l'exemple que tu Oui, donnais. J'amène un rôti, bah, c'est évident pour moi. Enfin, c'est évident que quand je vais t'inviter, tu vas ramener, je sais pas, des chips ou pas forcément un rôti, mais bref, c'est pas naturel pour toi. Tu l'apprends, enfin, tu l'as appris, tu as commencé à le conscientiser, à mettre de la lumière là-dessus, et en même temps, bah, automatiquement, en fait, quand t'as pas le choix, tu retombes là-dedans, et maintenant, aujourd'hui, c'est un critère pour toi pour te rendre compte que que t'as plus les ressources, quoi. oui. Cool, bah, c'est fort intéressant tout ça. En tout cas, je trouve ça vachement précieux pour tous les gens qui sont soit 5, soit en relation avec un 5. C'est un truc qui est souvent pas compris, mais qui permet d'éclairer vachement, hein, je trouve, dans la relation. Je suis sorti avec une 5 et c'était rigolo parce que dans les moments de crise, il y avait vraiment une double avarice où chacun on allait dans notre grotte et on se disait pas ce qui allait pas. Ouais, Il n'y avait pas de communication, il n'y avait pas non plus de reproches faits à l'autre, et simplement un repli sur soi où chacun on essayait de comprendre, mais sans interroger l'autre, de comprendre ce qui se passait pas bien ou quelque chose comme ça, quoi. Et évidemment, en réfléchissant tout seul, chacun dans notre coin, aucune solution ne se trouve, et chacun fait sa petite comptabilité, ouais, moi je t'ai donné ça, toi tu m'as pas donné ça, gna gna gna. Et au bout d'un moment, on se détend au fion, on se retrouve, on parle, et là on retrouve une carte commune ou un terrain d'entente. Mais tant qu'on était chacun dans notre coin à cartographier, à faire une compta, il n'y avait pas de relation possible, il n'y avait pas de solution possible. Cette comptabilité-là est un moyen de ne pas trouver de solution en fin de compte, et simplement ok. de finir en ermite. Tu vois, Ouais. l'archétype du 5 ermite, c'est ça, c'est un mec qui a trop fait de la compta. Ouais. Euh, Oui, 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 je vois bien. et cette compta-là, enfin, tu parlais de ressources tout à l'heure, et il y a un truc aussi, pour moi, qui fait la différence entre un 5 qui va bien et un 5 qui va pas bien. Un 5 qui va bien a des ressources. C'est donner les moyens d'avoir des ressources. Un 5 qui va pas bien a peu de ressources et va être dans sa bibliothèque utopique dans laquelle il va se sentir très, très sachant, mais il va tomber plus facilement dans ces jeux de comptabilité. Ouais. Tu vois. Tandis que si tu as des ressources, que ce soit financières, terrain, affectives, émotionnelles, physiques, de la force, une beauté, un peu de savoir t'habiller, ce genre de choses, tout ça, c'est des ressources. Il y a une infinité de races de ressources, en fait. Et à partir du moment où où un 5 déverrouille ça,
où il n'y a pas que les ressources mentales, il n'y a pas que les ressources de connaissances ou d'argent, ou je sais pas quoi. Mais plus il s'ouvre à une variété de ressources différentes, plus il va aller mieux et moins il va faire de compta. Parce qu'il pourra donner sans que ça lui arrache quoi que ce soit. En fait, c'est si tu te sens pauvre, encore une fois, si tu sens que tu n'as pas grand-chose, tu n'auras pas envie de donner. Mais si tu es une énorme richesse de ressources, pas que mentale, que justement, si tu n'as que de la connaissance mentale, tu as peu de ressources. Et tu n'as pas envie de donner. Parce que si tu donnes ça, tu meurs. Eh oui. Donc il faut d'autres ressources, absolument. Tu vois? Plus t'en as, moins t'es attaché parce que du coup, bah, t'es abondant. Donc, Exactement. Et tu ne t'identifies plus à tel type de ressources, ou alors tu t'identifies, mais avec une tendresse ou un sourire, parce que tu sais que c'est de la vanité. ouais. Je te parlais de l'outil là que j'avais pas encore sorti la formation dessus. En ce moment, je réfléchis à mettre ça en place. Et ce qui me bloque, c'est que j'ai pas encore trouvé un nom pour l'instant. Je cherche à bien nommer cet outil-là. Ouais. Mais sinon, je sens que je suis prêt à donner ça. C'est bon. J'ai plus besoin de garder pour moi des outils figés. J'ai vraiment besoin, moi, d'embrasser de la connaissance vivante et relationnelle. Du coup, c'est plus tellement de la connaissance, mais c'est la vie, quoi, en fin de compte, tu vois. Oui, tout à fait. Cool. Ça fait une transition toute trouvée, je trouve, pour te poser la question avec tout ce que tu me racontes là dans ton chemin d'individuation, avec l'énéagramme, qu'est-ce que ça a changé dans ta vie, dans ton quotidien, dans ton rapport à toi, le modèle de l'énéagramme et par extension, du coup, d'avoir mis le doigt sur tout ce qui était vivant, tout ce que tu as compris de toi, et expérimenté et ressenti. Tu me parles du rapport entre énéagramme et individuation, c'est ça? Ouais, dans ton parcours, dans ton cheminement personnel, effectivement, dans ton parcours d'intégration, d'individuation, qu'est-ce que ça a changé pour toi? Alors, pour moi, c'est pas la même chose, l'intégration et l'individuation. J'imagine. Il y a un pont quand même. Je vais te le trouver. En fait, l'énéagramme n'est pas un outil d'individuation. C'est pas un outil pour grandir, pour évoluer. C'est un outil pour se connaître tel qu'on est. Par contre, à travers l'énéagramme, effectivement, dans les moments d'intégration, on aura la facilité de grandir. On aura un élan naturel à grandir, à évoluer. Et dans les moments de désintégration, non. C'est le moment où on grandit pas, tu vois. Oui. Donc, l'outil ne sert pas à ça, mais il permet d'indiquer, un peu comme un thermomètre aussi, si on est dans une phase intégrée avec beaucoup plus d'ouverture, du coup, sur nous-mêmes ou sur le monde. Voilà comment j'imbriquerai les deux concepts, quoi, en tout cas. Oui, donc j'ai très bien compris mentalement la distinction que tu fais. Ma question du coup, c'est toi. Toi, dans ton cheminement personnel, comment c'est intervenu, comment ça a pris sa place pour t'aider à mettre en lumière des choses, que ce soit à te connaître, à t'individuer éventuellement, ou à différents niveaux, comment ça t'a aidé toi? La hiérarchie des centres, ça c'est un truc qui m'aide beaucoup encore aujourd'hui, parce que tu sais, c'est comme quand on est dans un état de flow, quand on écoute notre fonctionnement le plus fluide possible. La hiérarchie des centres en énéagramme, pour moi, est très précieux pour ça. En tout cas, ça m'a beaucoup aidé personnellement à découvrir ce qui est fluide pour moi, ce qui fait que maintenant, je peux me permettre de ne plus me maltraiter, de vivre sans faire d'efforts, simplement en étant à l'écoute de ce qu'il y a de vivant. Tu vois. Après, le type en lui-même, je me rends compte que j'y pense pas tellement. Je pense plus à la hiérarchie des centres que je ressens vraiment, que le type, c'est pas que c'est pas important. Je vais essayer de préciser ma réponse. Le problème d'un énéatype, c'est que c'est l'étude d'un fonctionnement égotique. Par conséquent, si je me pense à travers mon énéatype, je suis en train de m'enfermer dans mon ego ou de créer un modèle de moi qui est enfermant. Et je veux pas me penser à travers ça. Je connais plein de gens, ils disent ah moi je suis tel type et par conséquent je suis comme ça. Non, on se résume pas à notre type justement. Le type c'est ce dans quoi on retombe, mais ça veut pas dire que c'est l'entièreté de notre être. Et pour moi c'est important de m'écouter au-delà du type 5. Justement, je dirais même que j'essaye de pas être 5. Tu vois, même si je me vois quand je tombe dedans, mais voilà, c'est plus un constat secondaire de voir le truc, de sourire, de dire ah ben oui, encore une fois. Oui. Mais c'est pas le type 5 en lui-même qui m'aide c'est pas la connaissance des fonctionnements du type 5 qui m'aide forcément à m'en sortir. Par contre, ça m'aide à avoir une tendresse, à me pardonner et à me détendre. Et là, pour le coup, ok, dans ce cas-là, oui, je peux dire que ça m'aide à grandir avec. Ouais, complètement. Mais ça m'aide dans le sens où ensuite je peux lâcher l'outil. C'est une erreur sur laquelle je pointe souvent, ce truc de s'identifier à l'ego, enfin de s'identifier au type. Enfin, c'est s'identifier à l'identification, donc quelque part ça n'a aucun sens.
Mais ceci dit, l'énéatype n'est pas que ça. C'est moi-même, je suis le premier à souvent parler du versant égo parce que c'est 80% du temps, 90% du temps, c'est ce qui crève les yeux et c'est notre base de travail. Mais tu as toute la dimension de l'essence, tu as la dimension du corps. Il y a bien d'autres dimensions. On se résume pas. Je suis bien d'accord avec toi. Enfin, l'aspect se résumer à c'est bon, je suis ça, je range dans le coffre. Éventuellement, je m'identifie au passage. Ça n'a aucun putain d'intérêt. Pour moi, c'est vraiment quand ça. C'est comme ça que je les formule en tout cas. C'est pas quelque chose pour moi qui a pour but de délimiter ou de cerner qui est la personne en mode c'est bon, c'est délimité, le vivant il est là, il est dans ce vase là clos. C'est plus quelque chose qui vient pointer une énergie archétypale du vivant qui est là, qui bouge, mais ça pointe un truc par des mots, par des termes, mais ça c'est que pour pointer comment dire, c'est que des mots pour aller voir ce qu'il y a dessous. C'est ça qui est intéressant pour la passion, la fixation, tous ces termes. C'est un truc, c'est important d'avoir vraiment de la distance avec pour pas s'accrocher aux termes, au langage et à rester justement dans le mental. Parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, c'est un modèle qui se vit, qui s'expérimente aussi. Il y a la compréhension de soi, oui. Et c'est un truc qui est sans cesse palpable. Tu vois ce que je veux dire? Oui, tout à fait. Enfin, moi, ça a beaucoup été un sujet dans ma vie, la sémantique, le sens des mots et le poids des mots dans la tête d'un mental. Ouais. Les mots ont un poids. Et Ouais. je suis très, 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 pas méfiant, mais je fais très attention au poids des concepts que je mets dans ma tête et je fais très attention à ce que chaque principe que je peux garder, les passions, fixations, etc., ça garde une légèreté. Parce que si ça devient un poids, ça va me ralentir, entre guillemets. Ça, comme tu dis, ça devient un archétype, une étiquette, etc. Donc, je garde ça, mais de manière très, très légère. Sinon, ça te fait louper l'essentiel quelque part. Oui, c'est ça, exactement, exactement. Et on tombe dans la folie de la confusion carte-territoire. Oui. Et c'est, je pense, la grosse errance avec l'énéagramme. Enfin, une en tout cas. C'est une pente comme parmi d'autres. C'est justement de rester coincé au niveau purement mental du modèle, quoi. Oui. Mais surtout, moi, ça m'a permis de me pardonner. J'insiste là-dessus. Tous ces trucs-là étaient très intéressants pour me pardonner. Ouais. C'est vraiment là où l'énéagramme a été incroyable pour moi ou même pour d'autres personnes qui pratiquent bien cet outil. C'est que étudier le truc, ça permet de se pardonner et donc ça favorise une forme d'intégration et de maturité. Ouais, bah, je témoigne comme toi. Hein. Ça donne vraiment de l'humilité et cette douceur qui est souvent tellement occultée, mise de côté. Est-ce qu'il y a autre chose que tu veux ajouter, Trigor, soit sur ce que ça a changé pour toi, soit au sens large, s'il y a quelque chose que tu aimerais poser, partager? Eh bien, merci pour le voyage. C'était très, très agréable. Je sais pas si tu avais préparé des questions à l'avance ou pas. J'en avais trois. C'est juste les catégories classiques de comment tu as trouvé ton type, comment il s'exprime chez toi et qu'est-ce que ça change chez toi. Mais non, je n'avais pas spécialement de questions en plus que ça. Un mot de la fin, c'est ça que tu veux? Pas forcément. Ça peut être ajouté. Ce que tu as envie de partager qui est vivant pour toi, que tu dis, tiens, il y a ça. Tu vois, tu me poses une question sans me permettre de cartographier. Donc là, je fais ça face à mon vide intérieur. Merci Fab. Tout le plaisir est pour moi. Je suis pas compétent. Et c'est OK. Tu vois comment le truc est terrible. Parce que je cherche la réponse à partir du mental. Je sais pas si tu voudrais que je parle des autres types aussi, mon rapport aux autres types. S'il y a quelque chose qui t'inspire en lien avec ça, oui, sinon, comme tu le sens. J'ai une grande tendresse pour les types 4, parce que je les comprends tellement tout en les trouvant inaccessibles. J'ai une copine 4L5 et à chaque fois qu'on discute, c'est fou comme on a l'impression d'être proche, mais de pouvoir jamais se rejoindre, comme s'il y avait une vitre entre nous. Oui. On pouvait presque se toucher, Ouais. mais en fin de compte, on parle jamais du même endroit. Et on pourra jamais se trouver, j'ai l'impression, si ce n'est en acceptant qu'il y a cette vitre. Le type 3, j'ai une tendresse pour le type 3. J'ai un grand respect pour l'énergie. L'énergie au sens... tu vois, le 5 fait une photographie figée du monde. Ouais. Le 3 est dans une énergie du mouvement, du tempo. Les coachs E3, ils apportent une forme de tempo aux gens qui n'en ont peut-être pas. Et ça, c'est une grande richesse des 3, je trouve. Donc, j'ai une fascination pour ça. Les types 2, alors là, c'est des extraterrestres pour moi. Ceux que j'ai connus, j'ai pas eu de facilité à relationner, on va dire. Ouais. Parce qu'en plus, ils expriment pas leurs besoins. Ils sont infernaux.
Enfin, tu vois, je me sens très proche des deux parce que, étant tourné vers l'extérieur, j'ai l'impression qu'on voit le même monde, Ouais, mais, mais non. mais non, c'est très bizarre pour moi. Ils font partie des types les plus extraterrestres, les plus étrangers que j'ai le moins découvert en termes d'altérité, tu vois. Ouais. Le type 1, je respecte beaucoup chez le 1 leur capacité à incarner ce qu'ils racontent. Mm. J'ai une grande admiration pour ça. Ça force une forme de respect et d'autorité pour moi, tu vois, ce genre de profil. Ouais. Les types 9, j'ai du mal. Pareil, ça fait partie des types les plus étrangers à ce que je suis. M'embrouille souvent avec tu sais qui. Je lui fais un bisou, mais parce que extraterrestre. Mais c'est probablement réciproque. Ouais. Mais ce truc, cette espèce de posture interrelationnelle que le 9 a, tu sais, avec la participation périphérique, le fait de s'entourer sans trop participer non plus, sans trop s'affirmer eux-mêmes, Ouais. pour moi, ça rend très difficile l'altérité. Parce que dans l'altérité, j'ai tendance à chercher quelqu'un qui s'exprime Mm. et pas quelqu'un qui se vit bien dans le fait de ne pas s'affirmer. Et j'ai un gros bug entre mon besoin de relation et le besoin du 9 d'être d'abord dans une interrelation fonctionnelle et harmonieuse pour Oui. pouvoir enfin affirmer sa relation. Très mystérieux pour moi en ce moment. Je partage le même sentiment sur ce point-là avec toi. C'est un truc qui peut me rendre compte, même si j'ai un lien quelque part avec le neuf, ça reste quelque chose avec lequel j'ai du mal à un certain endroit ce truc-là de l'interrelation que tu nommes bien mieux que moi. Ouais, c'est moi qui l'ai nommé et inventé. J'ai créé ma propre extension de l'énéagramme. Peut-être que je t'en parlerai un jour. Ouais. Ensuite, il y a le 8. Alors, le 8, j'avais beaucoup de mal au début. Maintenant, c'est un de mes types préférés. Euh, mais je m'intègre en 8 Et aussi. oui, C'est pour ça. Donc, c'était dans la mesure où moi, je ne m'affirmais pas, que je vivais comme une injustice, c'est ça. la nuisance que le 8 pouvait avoir sur moi, que le type 8 pouvait avoir sur moi. Mais maintenant, c'est plutôt un problème. Le type 7, j'ai vraiment du mal avec les 7. Extraterrestre aussi. Attends, je reviens sur le 8 quand même pour dire un petit mot de qualité. J'aime bien chez le 8, ils ont un truc que peu de gens assument souvent, c'est oser détruire. C'est un truc un peu tabou dans la société, mais pour moi, il y a beaucoup de choses dans la société qu'on devrait juste détruire et passer à autre chose et rebâtir des trucs sains dessus. Et chez le type 8, il y a, notamment chez ceux qui ont une éthique, il y a le fait d'avoir les couilles, accepter de faire le sale boulot, de détruire des trucs. Mhm. Et ça, j'ai une forme de respect pour ça. Du moins, chez ceux qui ont une éthique. Ouais. Le type 7, bon. Donc le 7 OVNI. Alors, c'est le 7, c'est celui pour lequel j'avais la plus grande admiration au début. Et maintenant, c'est le type avec lequel je suis le plus recul critique. Je crois que j'aurais bien aimé être 7 au début. En plus, c'est mon type de désintégration. Mais en fait, pourquoi maintenant mon opinion a évolué, c'est que j'ai vraiment du mal à relationner avec des 7 au-delà d'un certain point. Ça me rend un peu triste, mais j'ai une forme de frustration chez ceux et celles chez qui ce truc de vouloir prendre que la joie, que le bon et de pas vouloir assumer les aspects douloureux ou négatifs ou quoi, stérilise certaines formes de relations, ça empêche de développer des relations de un certain point, quoi. Mhm. Et ça peut encore me rendre triste. Donc ça veut dire que j'ai pas tout à fait pardonné au Mhm. 7. Oui. Ça dépend aussi des 7 avec lesquels tu es relationné, Ah, mais j'imagine. je parle de ceux et celles que je connais, bien sûr. Évidemment. Mais c'est un vrai travail pour moi que j'ai pas fini encore. Mm. Pardonner chaque énergie. Ouais. Savoir dire pardon à chaque type, savoir dire merci à chaque type, Mm, mm. tu vois, parce que c'est vraiment passer du dénigrement à la valorisation. Ouais. Et ça, c'est pareil, travail de toute une vie, travail de maturité. Mais c'est vraiment un truc qui est important pour moi et j'essaye de pas avoir un regard dénigrant, même si j'ai eu des mauvaises expériences ou des expériences peu enrichissantes avec certains types. J'essaie quand même de me remettre en question sur ma capacité aussi à voir la personne qui elle est vraiment, ce genre de choses. Et voilà, je vois qu'il y a certains types, profils avec qui c'est plus difficile, quoi. Le 6, oh, j'aime bien le 6. Tranquille. Les femmes 6 sont très gentilles aussi. J'ai l'impression que
C'est comme si chez moi, la femme 6, c'était l'archétype de la maman traditionnelle. Femme au foyer, qui apporte beaucoup d'amour, de tendresse, qui a un petit peu peur, qui veut pas que tu te fasses mal, qui soigne les bobos. C'est peut-être un... Parce que j'en ai connu pas mal de ce profil-là. Et le mec 6, bon, ça va, ça va. À part à part les zététiciens avec qui je relationne pas vraiment dans les commentaires, j'arrive assez bien à relationner avec les 6, en gros. Tout ça pour dire, enfin, pourquoi je t'ai fait un petit tour des types, parce que c'est, comment dire, mon type à moi a été une épreuve, entre guillemets, Ouais. mais le type des autres aussi est une épreuve, entre guillemets. Ouais, ouais. Et voilà, je voulais donner ce témoignage de, je me prends pas pour un ouf, c'est pas facile. Relationner avec les autres types, c'est pas facile. Il y a des facilités. C'est vraiment un enjeu pour moi en plus en termes de coaching aussi, quand j'ai les différents profils et qu'il y en a avec qui moi-même j'ai du mal, ou c'est pas que j'ai du mal, mais que j'ai pu peu pardonner ou peu valoriser. Bah, c'est très dur pour moi de les coacher parce que je risque de les envoyer dans des voies de garage, quoi. Donc voir les gens dans leur propre énergie, dans leur propre fonctionnement. Alors pour moi, ce qui marche mieux, c'est vraiment la hiérarchie des centres. Encore une fois, ça Oui. c'est un truc qui fonctionne à peu près tout le temps, quoi. Bah, puis les types, après, non seulement, comme tu dis, il y a ce que tu as pu pardonner ou pas en fonction de ton histoire personnelle avec des Ouais. énatypes. Et après, tu pourras, quand tu mets en lumière tous ceux avec lesquels tu es vraiment éloigné, avec du coup la hiérarchie des centres aussi, qui sont vraiment loin, ça peut être vraiment difficile en expérience d'accompagnant. Hein. Moi aussi, j'ai pas mal ces expériences-là. C'est très, très intéressant de voir avec qui ça relationne facilement. Ça dépend pas toujours du type, hein, évidemment. Il y en a qui m'ont vraiment réconcilié avec certains énatypes et ça, c'est vraiment précieux pour moi. Ouais. Mais ouais, il y en a avec qui ça rame et ça a du mal à se rejoindre. Donc, l'énéagramme est extrêmement aidant pour ça, pour essayer de rejoindre l'autre à l'endroit où il est. Mais c'est chaud patate par moment, quoi, évidemment. C'est sûr. Et si tant est qu'on est bien typé les gens aussi, parce que Bien sûr. je me réserve toujours d'avoir un typage tranché. Ouais. Et t'as bien raison. Moi aussi. Cool, mais écoute, je crois qu'on arrive gentiment au bout de cette longue vidéo. Je te remercie pour ta présence, je te remercie pour tous ces partages sincères, authentiques de ce que, de ton intériorité, ouais, de tout ce que tu as pu nous raconter. Je fais de mon mieux. Après, c'est pas authentique dans le sens où c'est forcément biaisé par le type. Tu vois. Bien sûr. J'espère que j'ai pas trop été avare. Mm. Mon inquiétude, c'était ça, c'est oh mon Dieu, j'espère que je vais lui donner de la matière et pas des miettes de pain, tu sais, comme comment on appelle ça, je sais plus si c'est la contrepassion, contrefixation, le fait de balancer des petites infos mais qui sont pas les vraies infos. Oui. Tu La vois. prodigalité et la contrepassion, je crois. Ben écoute, on laissera les gens en commentaire nous dire, dis-moi, toi dans les commentaires, est-ce qu'il y a eu des petites miettes ou est-ce que ça t'a vraiment nourri et rafraîchi? Moi, ça m'a apporté des éclairages nouveaux, certains mots, certains trucs qui m'ont vraiment tilt sur le Ouais, toi, fonctionnement du 5. Donc, ça t'a nourri, toi? moi, ça m'a nourri à bien des endroits. Alors, il y a des endroits où je n'ai pas forcément toujours tout compris ou pas forcément pu me relier à tout ce que tu disais. Mais il y a plein de points que j'ai fait ah ouais, intéressant. J'ai relevé, je sais plus lequel précisément au début, mais tu as dit 2-3 trucs qui m'ont vraiment, qui m'ont bien mis à jour ma carte du 5. Ouais, oui, justement, sur le monde extérieur, l'archétype du scientifique qui quelque part n'existe pas. En fait, il est sa carte, du coup, il n'y a pas vraiment d'observateur. Enfin, il se considère pas vraiment comme un individu quelque part, puisque je suis une carte. Donc ça m'a vraiment ramené de la lumière sur des finesses et des nuances, et je t'en remercie. C'était cool. Chouette. Après, c'est dur à mettre en mots, mais effectivement, je pense que voilà, l'auditeur saura y trouver son compte. Et puis, dites-nous en commentaire, hein, dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu en as pensé, qu'est-ce que tu en as ressenti. Mets un pouce si tu as apprécié, partage à des 5, partage à d'autres personnes pour montrer que voilà, les 5, c'est pas que des gens qui restent dans leur grotte, parce que il y en a qui se prêtent au jeu et qui viennent parler face caméra. C'est pas forcément facile aussi, quoi, clairement. Ouais, le jour où je t'ai dit oui, plusieurs jours après, j'ai dit mais pourquoi j'ai dit oui? Mais juste pour ça, j'ai envie de te célébrer et de te remercier chaleureusement de t'être prêté à ce jeu-là, parce que ça peut être un certain inconfort. Bah, je me suis dit, ouais, c'est une prise de risque qui peut que me faire grandir et que je pourrais que assumer. Et j'ai besoin de pas me forcer, mais de me mettre un peu en danger. Ouais. Il n'y a aucun danger, je me sens en sécurité avec toi. Mais il y a un truc qui me dit, ah, je suis en danger là, si je suis vu.
sans maîtriser les paramètres de comment je suis vu ou quoi, alors qu'on maîtrise jamais totalement, mais là encore plus avec toi, tu vois. En plus, ton audience, je la connais pas, etc. Donc, je peux comprendre que les 5 se cachent. Ouais, cool. Écoute, j'espère qu'en tout cas, tu ne t'es pas forcé et que tu as pris du plaisir. Ouais, grave. Bah écoute, je mettrai aussi, du coup, tu as parlé de ta chaîne YouTube, tu fais des vidéos que j'affectionne beaucoup aussi, ton travail, donc je mettrai dans la description des liens pour te retrouver, pour les gens qui veulent aller voir un peu ce que tu fais, et puis, puis on se retrouvera peut-être un de ces quatre dans une autre vidéo, qui sait. Avec plaisir. Merci encore pour ton invite et je passe un grave bon moment. À bientôt. J'espère que vous qui m'écoutez, vous avez apprécié ces différents témoignages. Mettez un pouce pour, comment on dit? Je suis mauvais à ça. Je suis vraiment mauvais à ça. Pour le référencement et pour les. C'est la partie que je retourne le plus souvent. Tellement c'est pas naturel pour moi de dire ces trucs-là. Tu m'étonnes. Bref, une belle après-midi à toi et à tout le monde et à la prochaine. À la prochaine. Ciao, ciao.